Bonjour à toutes et à tous, Ressources But G2I, on poursuit donc la création de notre premier circuit imprimé avec KiCad 6. Dans cette étape, on va voir comment passer du schéma au dessin du circuit imprimé, c'est-à-dire le PC, ce qu'on appelle communément le PCB, Printed Circuit Board. Donc cette étape, elle consiste à associer à chacun des symboles du schéma une empreinte physique, c'est-à-dire un composant physique, et l'empreinte physique, c'est ce qui correspond à l'emplacement sur le circuit imprimé qui va pouvoir accueillir le composant physique. Alors sur ce circuit, on a un certain nombre de composants différents, et par exemple des condensateurs. Ces condensateurs, pour tout ce qui concerne les condensateurs inférieurs à 1 microfarad en valeur, on va utiliser des composants céramiques de type CMS, composants montés en surface, ou également souvent appelés SMD, Surface Mounted Device, pour l'appellation anglo-saxonne. Ce qui a été retenu pour notre application, c'est un composant CMS de type céramique en boîtier 0805. Son empreinte physique, la voici, elle fait apparaître deux pastilles, on détaillera ça par la suite de façon détaillée, donc deux pastilles cuivrées qui vont permettre de souder le composant. On a également d'autres informations telles que le contour du composant en termes d'espace à réserver sur le circuit imprimé et également une représentation pour la sérigraphie du composant. Quelque chose qui sur le circuit imprimé nous permettra d'identifier la présence d'un composant. Alors ces composants CMS, ils sont présents dans un certain nombre de boîtiers bien référencés. Donc les composants usuels, les voici. Et pour le 0805, on a les dimensions qui apparaissent là. En fait, 0,8, ça veut dire 80 millièmes de pouce. 0,5, 50 millièmes de pouce. Donc là, on a les dimensions externes du composant. À peu près en millimètres, 2 mm par 1,25 mm. Vous pouvez voir qu'il existe bien d'autres tailles. Donc là, j'ai recensé à peu près l'essentiel de ce qui existe, avec le plus petit actuellement, enfin il me semble, le 0,1005. Donc dimension, vous voyez, 1/8 de celui dont on parle actuellement, le 0,805. Donc 1/8 de 2 mm, ce qui nous fait 0,5 mm de long. Donc ça, c'est pour le plus petit disponible actuellement. Ce composant, on va venir l'affecter, cette empreinte, on va venir l'affecter à chacun des composants correspondants dans notre schéma. Alors, on va aller retrouver notre schéma, que voici. Donc sur ce schéma, des capacités inférieures à 1 microfarad, on a un certain nombre. Alors, il y a différentes approches pour pouvoir associer une empreinte à un composant. La première, c'est par exemple d'éditer les propriétés du composant. Si j'effectue un double clic, je vois apparaître le champ footprint qui correspond à l'empreinte. Et ici, je peux venir taper un nom d'empreinte ou je peux aller en chercher une à partir donc de cet éditeur d'empreinte. Donc ça, c'est une première approche possible. Vous pouvez constater la lourdeur du procédé si on devait faire chacun des composants comme ça. Donc évidemment, on va procéder autrement. La deuxième approche possible, c'est de réutiliser les tableaux dans lesquels on voit apparaître l'ensemble des champs de propriété des composants. Et là, par exemple, dans ce tableau, je vois que j'ai accès au champ footprint et je vais donc pouvoir le remplir. Et comme en plus j'ai des composants dont les valeurs sont identiques, je peux éventuellement imaginer les remplir de façon simultanée à partir du moment où ils ont été groupés. Donc là, je peux par exemple remplir C3, C4, C10, C12 et aller choisir leur empreinte comme ceci. Même procédé. Et enfin, il existe un procédé encore plus général qui va nous permettre de réaliser ces associations avec un système de filtrage qui va rendre l'association un peu plus efficace. Donc ça, c'est l'outil d'affectation d'empreintes. Donc le voici, cet outil. Dans cet outil, on voit sur la gauche apparaître la liste des bibliothèques d'empreintes disponibles. Alors ces listes, elles ont été nommées de façon à pouvoir retrouver assez facilement
les composants dont on recherche les empreintes. Par exemple, capacitor SMD, capacitor Surface Mounted Device, ça correspond à toutes les capacités CMS. Ces capacités CMS, on en voit apparaître la liste des empreintes ici dès lors qu'on a sélectionné la bibliothèque capacitor SMD et qu'on a choisi ici de filtrer en faisant apparaître les éléments présents dans la bibliothèque sélectionnée. Donc là, je vais décocher ça. Et donc ici, eh bien, on voit qu'on filtre à partir... Alors, non, ce n'est pas les filtres d'empreintes. Voilà, ici, on filtre en faisant apparaître la liste de ce qui est présent. Alors, pour que ce soit un petit peu plus précis au niveau de la sélection, eh bien, on dispose également d'autres possibilités de filtrage. Une des possibilités de filtrage, c'est celle que j'avais initialement cochée ici, qui consiste à utiliser un filtrage disponible à partir du nom du symbole, à partir de la définition du symbole. Alors, je vous montre à quoi cela correspond, et pour ça, on va aller voir par exemple ce symbole-là. Je vais faire un clic droit, je vais choisir d'éditer donc le symbole avec l'éditeur de symboles. Donc voici l'édition du symbole, et ici on trouve les propriétés du symbole. Et quand je regarde les propriétés de ce symbole, je vois apparaître un filtre pour les empreintes. Et par exemple, pour une capacité, eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'on va pouvoir filtrer avec toutes les empreintes qui commencent par C underscore, suivi de n'importe quoi, le étoile étant là pour symboliser une séquence de caractères quelconque. Donc voilà, les capacités qui répondent, enfin les empreintes qui vont répondre à un usage possible pour ce type de symbole, ce sont donc toutes les empreintes qui commencent par C underscore. OK. Bon, ça veut dire que quand on définit un symbole, on peut ajouter une information de filtrage. Alors, on n'a pas fait lorsqu'on a créé notre symbole pour le convertisseur DC-DC, mais on aurait pu. Alors, retournons à notre système d'association, donc que voici. Donc là, ça correspond à une capacité inférieure à 1 microfarad. On a dit que les capacités inférieures à 1 microfarad, on leur associait une empreinte en 0,805. Alors si on regarde un petit peu dans la liste, bien on voit effectivement apparaître du C0805, C0805. Il y en a deux, dont une qui est appelée Hansolder, qui permet d'avoir des pastilles un petit peu plus grandes pour que le soudage manuel soit facilité. Alors je vais la sélectionner et avant de l'affecter donc à C1, je vais aller visualiser cette empreinte. Voilà, cette empreinte, la voici. Hop, on zoome avec la molette. Donc il s'agit d'une empreinte qui possède deux pastilles numérotées 1 et 2. Donc ça, ce sont les numéros des broches. Alors effectivement, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, ces numéros de broches. On a vu ça un petit peu au travers de la création d'une empreinte. Mais si je regarde ici, on a finalement deux broches sur ce composant. On voit les noms apparaître, à partir du moment où j'ai cliqué dessus, on voit le nom apparaître ici avec une connexion sur C5 pad 2. Donc c'est la broche numéro 2 ici. Et là, je vais pouvoir faire apparaître, hop, un petit double clic là-dessus. Ouais, pas toujours évident, hein. C'était plus clair avant sur les versions antérieures de KiCad, et là, effectivement, on a du mal à faire apparaître le nom. Bon. Alors, pour voir correctement les noms apparaître, on peut, par exemple, changer les propriétés du symbole, et on peut faire apparaître les noms de broches. Voilà, ici, on peut cliquer, sur « Montrer les numéros de PIN ». Donc vous voyez, comme ça, là, on voit clairement les broches dont je parlais. Alors, je vais annuler cette opération et on va retourner sur notre système d'affectation d'empreintes. Pareil, on va continuer à voir donc la représentation. Alors ici, cette représentation, elle nous permet donc de voir qu'on dispose de deux pastilles de cuivre. Ces deux pastilles de cuivre sont positionnées sur la couche du dessus parce qu'il s'agit d'un composant CMS. Et donc dans sa version initiale, il est soudé sur le dessus. On peut aller voir les propriétés
de cette pastille en l'éditant, mais pour ça, il faut éditer l'empreinte. Donc on verra l'édition d'empreinte par la suite. En revanche, ce qui peut être intéressant ici, c'est d'observer pour l'instant. Alors ce qu'on observe, c'est un contour gris à cet endroit-là. Ce contour gris, il correspond à un contour qui va permettre de spécifier pour la société qui va implanter les composants sur le circuit imprimé, la référence du composant qui se trouve à cet endroit-là. C'est la raison pour laquelle on voit un ref ici apparaître en gris à l'intérieur. Ensuite, on dispose ici d'informations dans un jaune pâle qui permettent de dessiner le composant. Ça, c'est la sérigraphie du composant. C'est ce qui va permettre de visualiser le composant sur le circuit imprimé avec une impression en jet d'encre qui permet donc de matérialiser le dessin du composant. Alors c'est quelque chose de totalement artistique, il n'y a pas de définition particulière pour ce dessin. L'idée, c'est de représenter le composant. On a également un contour supplémentaire ici qui apparaît, et ce contour, c'est le contour qui permet de fixer les limites du composant. C'est-à-dire que c'est dans cette partie-là qu'on va venir placer le composant, et ça signifie également que c'est la place réservée pour ce composant. Aucun autre composant ne pourra mordre sur cet espace-là. Alors on verra tout ça au moment de créer notre propre composant dans la vidéo suivante. Ce qui est important à ce stade-là, c'est d'être en mesure de mesurer la taille d'un composant. Pour ça, on dispose ici d'un système de mesure qui peut fonctionner à partir de points caractéristiques. Par exemple, je veux mesurer la distance ici entre une partie du début de la pastille et ici, à peu près à mi-pastille. Là, on voit que la distance est de 2,075 mm. Ça correspond aux 2 mm, donc d'un 0,805. Dans l'autre sens, si on effectue la mesure, on va trouver 1,45. Alors c'est un peu plus que les 1,25 qui ont été évoqués tout à l'heure pour le 0,805, mais on est proche, quoi. On pourrait mesurer également la pastille, c'est d'ailleurs ce qu'on voit ici, qui est donc de 1,45 mm de largeur ou de hauteur, comme vous le voulez. Bien, ces distances-là, elles sont importantes parce qu'elles vont nous permettre de vérifier que le composant que l'on veut placer sur le circuit imprimé peut bien rentrer sur l'empreinte qui a été définie. Alors c'est, je dirais, important de vérifier certaines empreintes. Les empreintes très communes ne comportent pas d'erreur dans KiCad. En revanche, il est arrivé par le passé que certaines empreintes soient un petit peu limites au niveau de leur définition. Bien, donc là, on a vu à quoi ressemblait une empreinte. Allez, on va l'affecter, cette empreinte. On va donc l'affecter pour toutes les capacités inférieures au microfarad. On effectue un double clic dessus. Allez, on passe à la suite. Et on continue à affecter toutes les capacités inférieures ou égales à 1 microfarad. Ah, bien encore. Et là, on a fait le tour des capacités. On s'intéresse aux composants suivants. C'est une vidéo un peu longue parce qu'il y a beaucoup de composants différents et quand on n'est pas du tout expérimenté, ça nécessite quand même d'avoir pas mal d'informations pour être en mesure de faire le choix des empreintes. Donc on l'a vu, pour les capacités supérieures à 1 microfarad, alors nous on en a une sur notre circuit qui est une capacité de 47 microfarad. Pour cette capacité de 47 microfarad, on va choisir une technologie CMS également. Alors donc là c'est de l'électrolyte solide de type aluminium et c'est un composant, une capacité CMS qui a cette allure-là. Les dimensions du boîtier sont de 5 mm par 5,4. Ce sont des dimensions que l'on va pouvoir retrouver sur la documentation. Alors je vous propose d'aller voir ça dans la documentation parce que c'est important d'être en mesure de relever facilement quelles sont les différentes dimensions. Pour ça, on va retourner sur notre schéma. Alors quand il voudra y aller, c'est pas évident. Pardon, voilà. Donc on y est sur ce schéma. La capacité de 47 micros se trouve ici. Je vais effectuer un double clic. Et là, j'ai sa référence de documentation sur Farnell que je vais copier. On retourne sur le navigateur.
Et on va donc aller voir chez le distributeur Farnell ce composant-là. Bien, donc là voici cette capacité CMS. La documentation est disponible ici. Il s'agit d'une capacité de 47 microfarad, 6,3 volts. Vous voyez, l'information de tenue en tension, elle n'apparaît pas sur le schéma. C'est une information qui serait utile à ajouter, parce qu'elle est importante. Alors, si on regarde un petit peu les caractéristiques de cette empreinte, voilà, cette empreinte, elle est définie ici, de façon détaillée, avec différentes dimensions. Un diamètre pour le corps de la capacité. Et puis après, le socle, également, possède différentes dimensions. Donc, on a une dimension ici qui est notée B, à plus ou moins 0,2 mm, et on a une dimension C de plus ou moins 0,2 mm. Ici, on voit apparaître les deux broches du composant, avec un petit espace grand E entre ces broches de composants. Bien, alors maintenant, on va aller rechercher ce qui correspond au boîtier retenu. Alors, pour la 47 microfarad en 6,3 volts, on se trouve dans cette colonne-là. Et dans cette colonne-là, on voit les dimensions apparaître, 5 par 5,4. Ensuite, on va voir ça de façon plus précise. Donc 5 par 5,4. Et quand on est ici pour les boîtiers de 5 par 5,4, eh bien on voit les différentes dimensions apparaître. Donc pour B et pour C, on a 5,3 mm. Bien, je vais aller vérifier ça maintenant sur l'empreinte dans le logiciel KiCad. Donc il me faut une empreinte comme celle-ci avec 5 par 5,4. Donc voilà pour l'éditeur. On va retrouver le modèle. Voilà. Donc on se place sur celle de 47 microfarad. Le filtrage nous propose différentes possibilités. Les possibilités proposées, c'est donc du CP pour capaciteur polarisé, les capacités polarisées. En boîtier, alors on voit qu'on a du 4 par 5,4 et il n'y a pas de 5 par 5,4 à proprement parler. On peut également utiliser le 5 par 5,4. Alors on va aller les voir, ces deux empreintes. Hop, voici pour celle-ci. Donc 5 par 5,4. Donc si je veux effectuer des mesures, souvent il peut être préférable de changer ici le pas de mesure, le pas de la grille. On met un tout petit pas de grille, comme ça on est sûr de pouvoir effectuer une mesure fiable. Et on va mesurer ce qui correspond, je dirais, à la représentation externe du composant, qui apparaît ici en fait sur la couche d'assemblage. Donc quand on mesure cette partie-là, on a une distance de 5,3. Donc là, on est dans les clous par rapport au 5,4, puisque finalement, j'aurais pu prendre également le contour de la sérigraphie, dont on verra sur le modèle 3D qu'il déborde un peu. Donc là, on est à 5,5. OK. À cet endroit-là, on peut mesurer également quelque chose qui nous donne, pareil, un petit peu plus de 5. On est proche de ce qui est souhaitable. Et l'essentiel, c'est que la place réservée est supérieure donc, aux dimensions réelles du composant observées dans la documentation. Ça, c'est vraiment le point important. C'est que les dimensions du composant, l'emplacement réservé, doit être toujours supérieur aux dimensions du composant telles qu'elles sont indiquées dans la documentation. Autre point important, les différentes pastilles ici. Elles doivent être en mesure d'accueillir les broches du composant. Alors sur un composant comme ça, il n'y a pas d'écartement à proprement parler des pastilles. On a vu une distance E, qui d'ailleurs on va aller la revoir sur la documentation. La distance E sur ce composant-là, elle est de 1,3 mm.
Je vous rappelle que le E, c'était l'écartement ici entre les broches de composants. Si on retourne sur notre composant, on mesure ici une distance de 1,4. Ce qui correspond donc à peu près à ce qu'on a vu donc pour E. Donc je vous rappelle qu'on avait trouvé que c'était du 1,3. Voilà. Bien, on verra sur un autre composant comment on effectue ces mesures de façon plus précise encore. Alors ici, ce qui est intéressant, enfin ce qui peut être intéressant, c'est d'aller visualiser le modèle 3D du composant, parce que ça donne un bon aperçu de ce composant. Alors là, pardon, je ne suis pas au bon endroit. Donc pour visualiser le modèle 3D, je clique donc sur le bouton ici. Donc voilà pour le modèle 3D donc de cette capacité que l'on peut faire tourner. Alors on voit qu'effectivement le contour sur la sérigraphie, c'est ce que vous voyez en blanc ici, déborde légèrement du composant réel. Bon bah ça c'est bien, il vaut mieux avoir un contour de sérigraphie qui soit un peu plus grand que le composant réel, comme ça je suis sûr que le composant va rentrer là où il doit aller. Bon, on accélère un petit peu pour réaliser l'association des autres éléments. Donc celui-ci, hein, c'est bon, on l'a trouvé. C'est celui-là. Donc je l'affecte. Ensuite, on poursuit. Autre composant, les résistances. Les résistances sont en boîtier 0805. Comme elles sont en boîtier 0805, on va procéder à leur affectation. Donc les résistances, ça commence ici. Voilà. Donc c'est du 0805. On va filtrer à partir des filtres indiqués donc dans la bibliothèque de symboles. On aboutit sur ces différentes résistances-là. On est en 0805, on choisit plutôt celle qui est plus large parce que préciser, elle a un nom qui précise que c'est pour pouvoir les souder à la main, la version hand solder. Et donc on l'affecte. Alors attention, RV1 est une résistance variable. C'est un potentiomètre de carte qui possède 3 broches. Donc évidemment, on ne peut pas lui affecter cette résistance 0805. On pourrait également visualiser le modèle 3D que voilà, on retrouve quelque chose qui correspond à ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la liste des composants de type CMS classique. Poursuivons. Les LED. Alors les LED, par souci de simplicité, on les a également choisis en boîtier 0805. Ce n'est pas le cas de toutes les LED, hein, pas du tout. Mais là, dans le cas présent, on a choisi du 0805. C'est pas ce qu'on trouve le plus. Hein. Alors, cette LED, c'est la LED rouge. Ici, on l'a choisie en 0805. Voilà, on a du 0805, hand solder, et on affecte. Je poursuis. Avec cette fois-ci le MAX 1719 EUT plus T, donc ce composant convertisseur DC-DC qui nous permet de fabriquer le moins 5 volts. Son empreinte physique ressemble à ceci, hein, vous voyez le composant à quoi il ressemble. Alors pour en savoir plus sur ce composant, il faut en réalité consulter sa documentation, hein, c'est comme ça qu'on procède, toujours. Donc je vais le rechercher, pour ça, donc MAX 1719, voilà. On peut aller consulter sa documentation. Alors moi, je voulais la documentation directement chez le fabricant, mais là, je ne l'ai pas. Donc, par souci de simplicité, je vais me rendre chez un distributeur, à éviter les sites qui recensent un certain nombre de datasheets. Voilà, donc là, on est dans la documentation de ce MAX 1719. Les informations sur les boîtiers sont marquées ici. Il s'agit d'un SOT23-6. Ça, c'est un boîtier classique de composants CMS
qu'on va pouvoir aller trouver très facilement dans KiCad parce qu'il va posséder le même nom que ce nom classique. Notez une chose qui est importante, c'est que là on a affaire à des composants qui sont petits. Sur un composant qui est petit, marquer une référence complète de type max 1719 EUT plus T, c'est difficile, hein. Ça ne va pas tenir. Ou en tout cas, ce ne sera absolument pas lisible. Et là, même sur le composant tel qu'il est là, on verra que ce sera quand même difficilement lisible. On va remplacer donc l'écriture sur le composant par quelque chose qui n'est plus sa référence, mais qui est une équivalence de sa référence. Donc là, ici, par exemple, notre max 1719 EUT va être noté AACA sur le boîtier. Donc si vous avez une loupe, ou que vous faites un zoom avec votre téléphone portable ou n'importe quelle solution qui vous permet de visualiser le composant, ce que vous visualiserez dessus, c'est donc AACA. Alors le boîtier, donc le voici représenté en vue de dessus. Alors quelquefois dans la documentation, on trouve les dimensions du boîtier. Bon, ce n'est pas le cas dans celui-ci, mais par contre, on a un raccourci qui nous permet... Maximum Tributed, non, qui ne nous permet rien du tout. Bien, alors sur KiCad maintenant. Puisqu'on y retourne, hop. Donc sur KiCad, donc je vais aller voir donc mon max 1719, le voici, ce max 1719. On utilise une solution de filtrage s'il y en a. Je vous rappelle que c'est un composant que nous avons défini nous-mêmes. Nous n'avons pas mis en place de filtrage et par conséquent, il n'y a rien de proposé. Alors puisqu'il n'y a rien de proposé, il va falloir rechercher par nous-mêmes la bibliothèque qui peut le contenir. Tous les boîtiers de circuits intégrés sont présents dans des bibliothèques qui démarrent par package. Et dans ces bibliothèques par package, on voit apparaître ici du TO SOT SMD. Donc, c'est un composant CMS, le nôtre. Il démarre par un boîtier de nom SOT, et c'est du SOT 6. Alors, SOT 23.6, hein. Donc c'est du 23 avec 6 broches. Donc, on se rend ici sur la bibliothèque, hein, donc TO SOT, et on va chercher là-dedans du 23.6. Alors, voilà du 23.6. C'est donc une empreinte que vous pouvez voir ici, alors qui va être caractérisée par un certain nombre d'éléments. Un élément intéressant, par exemple, ça concerne l'écartement entre les broches. Ici, l'écartement entre les broches, hop, il y a un système d'accroche automatique. Hein. Voilà. Cet écartement entre les broches, il est de 0,95 mm. Et puis ensuite, on pourrait mesurer la longueur et la largeur du composant. Donc là, le corps qui a été représenté ici. Bien, bon, c'est le bon composant, je l'affecte et puis je passe à la suite. La suite, le connecteur d'alimentation. Alors, ce connecteur d'alimentation, je vous rappelle que c'est ce qui s'appelle le J1 sur notre schéma. Alors, c'est un connecteur au PAD 254 de type pin header. Ici, on peut voir que c'est un connecteur qui est vertical. On verra qu'il existe des versions coudées également. Ce connecteur vertical, c'est donc un connecteur qu'on qualifie de carte à carte, hein, qui permet de connecter deux cartes entre elles. On peut ici connecter des fils, donc connecteur carte à fil. Alors ce pin header, donc c'est celui qui correspond, on l'a dit, à J1 pour l'alimentation ici. Si on effectue un filtrage, est-ce qu'on a des choses à proposer? Oui. Alors nous, on a dit que c'était du pin header. Et donc dans les bibliothèques ici, on a du pin header qui va apparaître à un moment donné. Alors je descends. Et vous voyez, c'est un petit peu long parce qu'il y en a beaucoup. Alors ici, on dispose d'une autre possibilité de filtrage qui permet de filtrer en fonction du nombre de broches du composant. C'est quand même bien utile. Et si je filtre maintenant, il y en a beaucoup moins effectivement, parce que des connecteurs 3 broches, il y en a évidemment moins dans les bibliothèques. Et là, quand je me balade dedans, je vais donc trouver du pin header quelque part, ici. Donc nous, c'est du pin header, et je vous ai dit que c'était du pin header au PAD 254. Ce que vous voyez apparaître ici, c'est le pas, qui est ici de 1 mm. Donc là, il y a du 1,27 mm, du 2 mm et du 2,54 mm. Différentes possibilités, de l'horizontale. Ça correspond en fait à ce qu'on appelle des versions coudées du composant. Alors coudées
pour bien le voir, ce qui est intéressant, c'est de le voir en 3D. Donc voilà, ça c'est un connecteur coudé. Donc nous, on a dit qu'on prenait plutôt du vertical. Donc voici la version verticale. Et cette version verticale, si je la regarde en 3D, voilà à quoi elle ressemble. Alors, ça correspond bien à ce que j'ai montré sur le diaporama tout à l'heure. Bien, on l'associe. Voilà. Et on poursuit. Et on s'intéresse pour finir, parce que le reste, c'est vous qui allez le faire, on s'intéresse pour finir au couple émetteur-récepteur infrarouge. Alors ce couple émetteur-récepteur infrarouge, il est matérialisé normalement par une diode infrarouge émettrice, une diode infrarouge réceptrice, qu'on appelle également photodiode. Ces deux composants sont assemblés sur un circuit imprimé séparé. Et par conséquent, l'empreinte que nous allons choisir, c'est une empreinte qui correspond à celle d'un connecteur qui va nous permettre d'accueillir les connecteurs coudés que vous voyez apparaître ici. Il y en a un qui est dédié à la diode émettrice, et il y a un autre qui est dédié à la diode réceptrice. Enfin, c'est plutôt le contraire. Ici, on a ce qui correspond à l'émettrice, et là, la photodiode pour la réception. On associe le complément du pin header, qui correspond ici à ce qu'on appelle le pin socket. C'est un pin socket vertical, droit, au pad de 54 évidemment, parce que le pin header correspondant est au pad de 54. Donc si je retourne dans le schéma, là on a donc nos diodes infrarouges, ici, et on va donc leur affecter ce pin socket. Pour ça, et bien pour ça on ne peut pas retenir le filtrage tel qu'il est proposé dans la bibliothèque de symboles, parce que nous on a choisi finalement d'associer autre chose. Voilà, on a plutôt choisi d'associer ce qui correspond à un connecteur de type pin socket au pad de 254. Donc voilà que l'on va sélectionner ici. On sélectionne la bibliothèque, on visualise les éléments de la bibliothèque avec ce filtre-là, et on visualise maintenant ceux qui possèdent deux broches avec ce filtre-là, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et là maintenant, je vais agrandir un petit peu parce que ce sera beaucoup plus simple. Donc on va choisir une version traversante. Les autres ici sont des CMS par exemple. Donc la version traversante verticale, c'est celle-ci. Voilà. Donc ça correspond bien à ce que je veux. On peut visualiser ça en 3D. À nouveau, voici. Parfait. Donc ce composant, je l'affecte en effectuant un double clic dessus pour les deux diodes infrarouges. Bien. Donc là, on a déjà associé un certain nombre d'éléments. Alors les éléments suivants, je vais vous les proposer. Avant, on va juste rajouter quelque chose que je n'avais pas mis dans mon diaporama qui correspond aux trous de perçage qui permettent de faire de l'assemblage, de fixer la carte par exemple. Donc pour ça, on met des trous sur le circuit imprimé. Ces trous, ils ont été précisés dans le schéma avec les références H1 et H2, avec des symboles de type mounting hole. Ces symboles de type mounting hole, on les trouve dans la bibliothèque correspondante. Et dans cette bibliothèque, on a différents trous de perçage. Alors pour ce qui nous concerne, nous, c'est du 3 mm. Et on va choisir donc le mounting hole ici, 3 mm, comme ceci. Alors il existe une version pad, il existe une version comme ça. J'avais dû prendre du pad moi la dernière fois. Donc un double clic, et on finit l'association. Quand on a terminé l'association, on valide par OK. Notez qu'il y a un certain nombre de composants que vous allez maintenant associer par vous-même. Je vous donne les précisions tout de suite. Et également que tous les points de test correspondent à un composant que l'on va créer par la suite. OK. Donc on revient donc à notre diaporama d'association. Il va falloir maintenant que vous puissiez trouver les informations dans les documentations pour
associer la bonne empreinte pour le MCP 6541. Idem pour le LMV 358. Pour ce qui concerne l'inductance, vous avez ici son code MPN qui vous permet de trouver sa documentation. Et si vous trouvez la bonne bibliothèque, vous allez facilement pouvoir trouver une empreinte permettant d'accueillir ce composant. Notez qu'il est important de bien vérifier l'écartement entre les broches parce que si l'écartement entre les broches n'est pas respecté, le composant ne rentre pas. Il n'est pas question de tordre les pattes en se disant « c'est bon, ça va rentrer quand même ». Sur un circuit intégré, si je ne respecte pas correctement l'écartement entre les broches, j'ai un vrai souci. Ça ne fonctionnera pas, quoi. Parce que au bout de 3 broches, j'aurai un décalage qui sera 3 fois plus important, et au bout de 20 broches, 20 fois plus de décalage. Donc, on vérifie bien l'écartement entre les broches. On peut vérifier également le diamètre de la broche pour le diamètre de perçage. Concernant le potentiomètre de carte, il s'agit d'un type TC33. Vous verrez avec ça, il est facile de trouver le potentiomètre de carte correspondant. La diode AN4148, c'est pareil, c'est une diode qui est tout à fait classique, qui possède un nom de boîtier qui commence par DO. Vous identifiez le bon nom de boîtier, et puis ensuite, vous vous rendez dans les bibliothèques KiCad pour voir ce qu'il existe en DO, en diode, etc. Notez qu'il s'agit d'un composant traversant. Le connecteur de sortie, c'est du pin header au pad de 54, c'est du vertical, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure pour les connecteurs d'alimentation. Et enfin, le point de test, je vous l'ai dit, c'est un composant que nous allons créer dans la vidéo qui vient. Voilà, bon, je sais que c'est une vidéo qui est très longue, mais on a vu énormément de choses. C'est une étape qui est absolument cruciale parce que si je me trompe d'empreinte, je mets le circuit imprimé à la poubelle. Il est rare qu'on puisse s'en sortir, surtout sur un circuit intégré. Sur le circuit intégré, si je me trompe, c'est foutu. Sur un dipôle, on peut toujours bricoler pour le prototype. Évidemment, pour la version finale, il faudra corriger. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Et puis, si vous voulez vous perfectionner en électronique, faire des exercices en auto-évaluation, rendez-vous sur ge2i.fr que je présenterai davantage dans quelques semaines. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos.